plus fort de la Seconde Guerre mondiale, un équipage de sous-marins allemands défie les profondeurs et les attaques aériennes pour couler les navires alliés et retourner à bon port. Ils ont surmonté des dégâts dramatiques. Ils ont pu survivre aux interruptions constantes d'arrivée d'air. Je crois qu'au cours de cette mission, ils ont effectué 73 plongées d'urgence. Et il est remarquable qu'ils soient parvenus à rentrer au port. Mais au début de l'année 1944, un nouveau groupe d'intervention allié va prendre les sous-marins nazis pour cible. Le test ultime pour le U-515. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. 18 novembre 1943. Le sous-marin nazi U-515 repère un massif convoi allié au large des côtes portugaises. 12 destroyers entourent 66 navires, dont 11 navires citernes destinés au débarquement du D-Day. L'amiral Karl Dönitz a missionné 26 sous-marins pour trouver ce convoi. Les services de renseignement allemands vont détecter ce convoi et du fait de sa colossale importance, Dönitz va décider de faire tout son possible pour l'intercepter. Le commandant Werner Henke souhaite indiquer l'emplacement du convoi aux autres sous-marins. Il fait surface 17 km plus loin pour transmettre son message. Mais un avion allié attaque, forçant Henke à plonger. Le navire ne pourra transmettre ses informations capitales. Le U-515 est livré à lui-même. L'avion s'éloigne, mais par son périscope, Henke aperçoit 2 destroyers se détacher du convoi. Il se dirige droit sur lui. C'est la 5e patrouille de Henke, sa première datant de l'année précédente, au cours de laquelle il a abattu 9 navires ennemis. Il gagnera le surnom d'As insubmersible. Ce résultat est d'autant plus impressionnant que les sous-marins allemands tentent de résister à la domination aérienne alliée et ont été contraints de se retirer des principaux couloirs maritimes de l'Atlantique. Henke devient une célébrité redoutée suite à son apparition dans un film de propagande allié diffusé en mars 1943. Werner Henke sera accusé d'avoir assassiné les survivants du paquebot britannique Ceramic. Henke est également très impopulaire en Allemagne. C'est un marginal au sein de la marine allemande, car la réserve, la réflexion et l'autodiscipline y sont valorisés. Werner Henke est à l'opposé de tout cela. Et il arrive parfois à son propre équipage d'éprouver du ressentiment à son égard. En effet, alors que certains rêvent de monter en grade sur d'autres navires, il les contraint à rester à ses côtés. Mais Henke a un allié de choix en la personne de Dönitz. Dönitz apprécie son côté franc-tireur, au point de faire des exceptions pour Henke, car il voit en lui un de ses meilleurs éléments. Henke va devoir affronter 2 navires de guerre ennemis. Ces navires atteignant une vitesse maximale de 20 nœuds, Henke ne peut les distancer. Pour survivre, le U-515 va devoir attaquer. Henke se prépare à lancer l'une des plus récentes armes à sa disposition, la torpille acoustique T5. C'était de la technologie de pointe pour l'époque. Un engin explosif équipé d'un système de localisation acoustique. Feu! Une fois la torpille lancée, un dispositif d'autoguidage dirige l'engin vers la source sonore la plus forte. Dans ce cas, l'hélice d'un navire. Mais la torpille rate sa cible. Les vaisseaux continuent leur charge et se rapprochent du U-515. Le sonar aide à repérer les sous-marins submergés, mais le système est loin d'être parfait.
Par chance pour Encke, les navires alliés ne peuvent détecter leurs cibles lorsqu'ils se déplacent rapidement, et à basse vitesse, ils sont confrontés à un autre problème. Lors d'une attaque, vous perdez tout contact sonar au moment du tir de missiles sous-marins. Encke est déterminé à informer le quartier général de sa découverte. Les destroyers ne lançant aucune charge de profondeur, le sous-marin remonte à la surface. Grossière erreur. Le périscope offre la vue au sous-marin, mais de fait, il devient visible et rend l'appareil vulnérable. Ça revient à signaler son positionnement à l'ennemi. Ses cibles en vue, Encke ordonne à ses hommes de tirer une autre torpille. Feu! Le capitaine Robert Bristow ordonne au HMS Chanticleer de charger vers la dernière position connue du périscope, soit à environ 2000 mètres de distance. 10 charges. 10 charges de profondeur sont préparées. 2 sont immédiatement lancées. Quelques secondes plus tard, la torpille d'Encke touche sa cible. Le gouvernail a été soufflé hors de l'eau et revient s'écraser sur le navire. Les dégâts ont été conséquents. L'explosion tuera plus de 30 membres d'équipage. Mais Encke ignore alors qu'il a fait mouche. Une charge de profondeur explose presque en même temps. Encke plonge plus en profondeur pour fuir. Malgré les dégâts, l'équipage du Chanticleer riposte. L'équipage ne baissera pas les bras. Malgré les dégâts et les pertes, le combat continue. Quelques minutes plus tard, le sonar du Chanticleer détecte le U-515. Des rafales de mitrailleuses sont dirigées à l'endroit où les charges de profondeur viennent d'exploser, dans le but d'endommager davantage le sous-marin en cas de proximité avec la surface. L'eau de mer s'infiltre par les soupapes d'échappement du U-515. Les grenades sous-marines du Chanticleer ont causé des dégâts majeurs sur le sous-marin. Des dégâts majeurs mais pas mortels. Le compresseur d'air, par exemple, a été arraché de ses supports, mais pas endommagé. Encke espère échapper à l'attaque grâce à l'avantage naturel dont dispose le sous-marin, la possibilité de plonger. S'il se met à l'abri et remonte à la surface plus loin, il pourra informer le quartier général de la localisation du convoi. En surface, le deuxième destroyer suit de près les mouvements du U-515. Au cours des 3 heures suivantes, le sonar du HMS Crane localisera le U-515 à 7 reprises. On a un contact sonar à 1500 mètres, coordonnées 270. À chaque fois, 10 charges de profondeur sont lancées. Les hommes de Encke vont désespérément colmater les fuites et procéder à des réparations de fortune. Mais le temps et l'air se font rares. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, lors de sa submersion, un sous-marin disposait d'une réserve d'air très limitée. Et du fait du stress élevé, l'équipage consomme plus d'oxygène et encore plus s'il travaille à des réparations d'urgence. Le U-515 a touché un navire de guerre britannique, mais pour survivre, son équipage devra échapper aux assauts d'un second. Encke ordonne un changement de cap rapide afin d'éviter toute nouvelle attaque de charges sous-marines. Le navire va parvenir à se débarrasser du HMS Crane. L'opérateur d'hydrophone indique que le navire ennemi s'est éloigné. Le U-515 remonte à la surface pour faire le plein d'air frais et une évaluation des dégâts. Le sous-marin avait subi d'énormes dégâts. Il a été lourdement touché par les charges de profondeur. Il y avait de nombreuses fuites et l'équipage a dû contrebalancer le sous-marin pour l'empêcher de couler. Les techniciens font un rapport sur l'état du sous-marin. Le mécanicien en chef, Georg Manken, recommande de retourner au port le plus proche pour effectuer des réparations d'urgence. Le mécanicien subalterne, Gunther Altenburger, n'est pas d'accord. Car pour retourner à l'Orient, ils doivent traverser le golfe de Gascogne, joyeusement rebaptisé le cimetière de sous-marins.
Les Alliés patrouillent en permanence dans la région grâce aux avions lancés depuis le Royaume-Uni. Et les dégâts sur le U-515 le rendraient facilement localisable. Il perdait du pétrole, qui est remonté à la surface et a laissé une traînée très semblable à une traînée de sang, menant un chasseur à sa proie blessée. Au vu de l'état du U-515, cette manœuvre est du suicide, selon Altenburger. Encke doit prendre une décision. Novembre 1943. Suite à une féroce confrontation avec des navires de guerre britanniques, le commandant du sous-marin U-515 Werner Encke doit prendre une décision. Son mécanicien principal préconise d'immédiatement rentrer au port au vu des dégâts sur l'appareil. Le mécanicien subalterne, Gunther Altenburger, lui, recommande de réparer les fuites et dommages les plus graves avant de retourner au port. Encke décide de suivre les conseils du mécanicien subalterne. Le 22 novembre, le U-515 se trouve au large des îles Canaries. L'équipage répare tant bien que mal le submersible. Grâce au travail exceptionnel d'Altenburger, le U-515 sera opérationnel en 2 jours seulement. Il y a une limite pour chaque sous-marin quant aux dommages qu'il peut subir. L'ingénieur a averti qu'il fallait absolument éviter tout dommage supplémentaire s'il voulait retourner au port sain et sauf. Malgré ces recommandations, Encke ne peut s'empêcher de livrer bataille aux navires ennemis. Il coulera 2 cargos britanniques et un navire à moteur le long de la côte ouest africaine avant de se diriger finalement vers le port. Le U-515 est alors pratiquement une épave flottante. Il rentre en boitant chez eux. Les attaques ont également endommagé les batteries qui ne se rechargent plus comme elles le devraient. Pour le moment, cela n'a pas posé de problème majeur car le submersible n'a pas encore eu à plonger. Mais ils doivent encore retourner à l'Orient par le golfe de Gascogne. Et sans batterie, le sous-marin n'a plus la possibilité de plonger pour se protéger. 10 janvier 1944. Le U-515 entre dans le golfe de Gascogne. Encke tentera de remonter à la surface à 4 reprises pour recharger ses batteries. Et à chaque fois, un avion ennemi le contraindra à retourner sous l'eau. L'équipage va voyager très lentement au large des côtes de l'Espagne neutre. À 16 heures, les batteries sont épuisées. Les moteurs électriques s'éteignent. En eau profonde, de tels événements engendreraient un désastre. Heureusement, les eaux le long de la côte sont peu profondes et le U-515 s'installe sur le fond marin. Encke dispose d'assez de puissance pour remonter à la surface une dernière fois, mais doit pour cela attendre la tombée de la nuit. Les patrouilles de la Royal Air Force au-dessus du golfe de Gascogne sont implacables. À cette époque de la guerre, les mesures anti-sous-marines sont extrêmement efficaces. Et les sous-marins ont alors une espérance de vie très limitée. Les avions sont équipés de radars à haute fréquence, leur permettant de repérer tout sous-marin essayant d'effectuer la traversée. Les avions sont devenus l'arme ultime du combat contre les submersibles. L'équipage du sous-marin sait qu'il est inutile de refaire surface avant le crépuscule. Les hommes restent au fond de la mer pendant 3 angoissantes heures. Une fois l'obscurité tombée, Encke ordonne de remonter à la surface avec une dernière ouverture des ballasts. Les moteurs reprennent vie. Si un avion les repère, ils vont au-devant de graves ennuis. Ils pourraient ne pas pouvoir plonger et faire surface de nouveau. Mais la chance leur sourit. Le ciel est dégagé d'avions ennemis. Encke va prendre le moins de risques possible pour atteindre sa destination. Il suivra les côtes espagnoles parce que l'Espagne est neutre. Puis il tentera de passer par un minimum de mer ouverte afin d'atteindre la sécurité du port de l'Orient. Le matin du 14 janvier, les officiers de vigie du U-515 aperçoivent 2 dragueurs de mines allemands qui pourraient leur servir d'escorte armée jusqu'au port. Alors qu'ils approchent de la ligne d'arrivée, 2 chasseurs britanniques sortis de nulle part lancent une attaque.
Mais le U-515 ne se laissera pas faire si près de son objectif. Et les 3 vaisseaux allemands continuent d'ouvrir le feu et contraignent les avions à battre en retraite. Le U-515 arrive à Lorient à 18 h. La réalisation la plus remarquable de Encke et ses hommes, c'est de ne pas avoir coulé. Il a connu beaucoup plus de succès au cours de ses anciennes patrouilles, mais le simple fait de rentrer vivant au port, à bord d'un sous-marin très endommagé, est un bon révélateur de ses fantastiques aptitudes de commandant, mais aussi de la qualité de son équipage. C'est un véritable miracle qui s'est alors déroulé. Le 30 mars 1944, soit 11 semaines plus tard, c'est un U-515 revitalisé qui quitte le port de Lorient. Le même jour, les Alliés lancent une nouvelle force d'intervention depuis Casablanca, à 1600 km au sud, un groupe de chasse aéronavale anti-sous-marin. Une combinaison de destroyers, de porte-avions et d'avions du jamais vu auparavant. En juin 1943, les chantiers navals alliés vont augmenter la production de destroyers. La domination allemande dans l'Atlantique allant s'affaiblissant, ces navires sont libérés des missions d'escorte de convois. Ces derniers vont être associés aux porte-avions dans le cadre d'une campagne spéciale visant à empêcher une résurgence des sous-marins allemands. Cette force d'intervention, connue sous le nom de Hunter Killer Group, est censée localiser un sous-marin dont le positionnement est encore très approximatif. Et une fois qu'il est localisé, ils le détruisent. Le Hunter Killer Group 2112 est composé du porte-avions USS Guadalcanal, transportant environ 23 avions Avenger et Wildcat, et de 4 destroyers. La présence du porte-avions est décisive, car les avions peuvent être envoyés dès lors que c'est nécessaire. Maintenant, au lieu de décoller d'une base située à 2000 km de distance, ils ne décollent qu'à 80 km de distance. Ça fait toute la différence. Les Alliés disposent d'une piste de décollage mobile qui va permettre des attaques bien plus efficaces. Le groupe est sous le commandement du capitaine Daniel Gallery. Gallery naît et grandit à Chicago, dans l'Illinois. En 1942, il est aux commandes de la base aérienne américaine de Reykjavik, en Islande. Suite à des opérations de combat exceptionnelles menées contre les sous-marins ennemis, il sera distingué. En 1943, l'US Navy lui confie le commandement d'un Hunter Killer Group à bord d'un porte-avions, l'USS Guadalcanal. Le capitaine Gallery était un aviateur et un homme très créatif. Il voulait voir ce qui était possible de faire avec un tel vaisseau. Il voulait explorer toutes les possibilités. Mais sa première patrouille n'est pas encourageante. La première sortie de l'USS Guadalcanal a fini en désastre. Ils ont perdu un avion, car le pilote s'est littéralement perdu. Un avion s'est écrasé sur le pont au moment de l'atterrissage et a bloqué la piste de telle sorte que les autres avions n'ont pu atterrir par la suite. Gallery a fait amérir les appareils restants pour en récupérer l'équipage. Ils ont donc perdu d'autres avions de la sorte. Le navire est parti avec 21 avions à son bord et n'est revenu de mission qu'avec 6 appareils encore opérationnels. Gallery s'attendait à des pertes, mais pas autant. Tout cela a énormément surpris et inquiété l'état-major. Ayant tiré les leçons de cette mission, Gallery et son équipage retournent dans l'Atlantique, prêts à en découdre. À des centaines de kilomètres de là, le U-515 s'échappe indemne du golfe de Gascogne et prend le large. L'équipage reçoit l'ordre de retourner sur la côte africaine pour y couler des navires alliés. La mission n'a pas changé. Il s'agit simplement de couler autant de navires alliés que possible. 8 avril 1944. À bord de l'USS Guadalcanal, l'atmosphère est électrique. Les conditions sont réunies pour s'adonner aux expérimentations. Les appontages de nuit n'ont pas encore été tentés sur ces navires. Mais s'il s'avère possible, ils constitueront un avantage de taille pour les Alliés. Gallery veut tenter le coup.
Il s'est intéressé aux opérations nocturnes. Le vol de nuit est sans danger. Le seul problème intervient au moment d'atterrir. Le pont est étroit, court et peu éclairé pour éviter de faire repérer le navire au loin, sans oublier que dans l'océan Atlantique, le navire tangue énormément. À 18h, heure de Greenwich, 4 Avengers décollent du pont de l'USS Guadalcanal. Bien. Dès la première communication radio, les pilotes signalent la formation d'une tempête. Gallery est déçu. Il avait prévu un vol ultérieur pour tester les avions dans l'obscurité totale. Les conditions météorologiques le contraignent à annuler. Mais un repérage fortuit va changer la donne. Alerte générale! Le U-515 est repéré par l'un des chasseurs de Gallery. Il doit s'échapper avant que le reste de la flotte ne se rapproche pour le détruire. Avril 1944. Le sous-marin allemand U-515 se dirige vers la côte africaine pour y chasser les navires alliés. Alerte générale! La présence d'avions alliés en ces eaux était auparavant très rare et encore plus de nuit. Ce n'est plus le cas. Des avions ont décollé depuis le pont de l'USS Guadalcanal. Le commandant a alors décidé d'expérimenter les vols nocturnes. Contact avec le sous-marin. D'accord. Du fait de la confusion à bord, l'information du repérage ne parvient pas au capitaine Daniel Gallery. Les avions retournent sur l'USS Guadalcanal. Gallery est en train de débriefer les pilotes et en cours de route, l'un des pilotes dit « Je l'ai presque eu ». Gallery s'étonne parce qu'il n'a pas eu vent de cette information et lui demande qu'est-ce qu'il a presque eu. Le pilote répond « Le sous-marin, vous n'avez pas reçu mon message ?» Gallery répond que non. Gallery décide de traquer le submersible. Il ordonne à ses hommes d'attendre 1 heure pour bercer l'équipage du sous-marin d'une illusion de sécurité. Puis les avions repartiront en chasse. S'il y a une leçon que les Alliés ont apprise au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale dans le combat contre les sous-marins, c'est de les avoir par la ruse. Les avions sont les meilleures armes pour cette mission. 2 bombardiers Avenger décollent à 23h15. 1 heure plus tard, le U-515 est une fois encore localisé à la surface. L'Avenger jette 2 charges de profondeur. Les hommes du U-515 qui se trouvent à la surface ripostent avec leurs fusils de pont. Puis Henke ordonne une plongée immédiate. L'avion le perd de vue. Bien que repéré, Henke rejette la suggestion de se débarrasser de leurs poursuivants en rebroussant chemin. Il ignore que les avions ont décollé des mers. Tant qu'il n'a aucun signal sur ses hydrophones, il pense être en sécurité et que le danger n'est pas imminent. Mais il a tort. Grâce à 2 repérages de sous-marins en quelques heures, l'expérience de vol de nuit de Gallery est déjà un succès. Il est impatient de mettre à l'épreuve le reste des troupes sous son commandement. 9 avril 1944, dimanche de Pâques. Une fois de plus, les batteries de Henke sont à court d'énergie. Henke doit faire surface, qu'il le veuille ou non. Parce que sans charge minimale des batteries, il est pratiquement sans défense. Il lui est impossible de plonger et d'éviter le danger. Aucun signe des appareils durant plusieurs heures. Henke décide de remonter à la surface. Il positionne autant de guetteurs et d'artilleurs qu'il le peut sur le pont. Le ciel est dégagé, mais seulement pendant 45 minutes. Les guetteurs vont repérer quelque chose au large.
Ils identifient des navires de guerre, dont un porte-avions qui se dirige vers eux. Là-haut! Au même moment, un avion surgit du ciel. Les canons du U-515 tirent sur l'ennemi. Le canon de 37 mm se bloque. Heureusement, les canons jumelés de 20 mm fonctionnent toujours. Le pilote de l'Avenger largue des bombes. Mais les tirs de représailles du U-515 le contraignent à s'éloigner. Grâce aux artilleurs, ces bombes n'atteindront pas le U-515. Encke ordonne une plongée immédiate. À bord de l'USS Guadalcanal, Gallery ordonne aux destroyers USS Pillsbury et Flaherty de localiser l'ennemi et d'engager le combat. Droit devant. Les destroyers sont équipés d'une nouvelle arme appelée le hérisson. On l'appelait le hérisson parce qu'il ressemblait à un dos de hérisson. Il tirait 24 obus de mortier et faisait un motif circulaire dans l'eau. La nouveauté est que son utilisation permettait de garder le contact sonar avec le sous-marin pendant l'attaque. L'arme n'interférait plus avec le signal de détection, il était donc possible d'attaquer tout en sachant où se trouvait l'ennemi. Encke ordonne une plongée à 200 mètres. Pendant une trentaine de minutes, les hommes attendent des grenades sous-marines. Puis, ils entendent des hélices, signal que les navires se rapprochent. Soutenu par l'USS Flaherty, le Pillsbury lance une nouvelle salve de tirs de mortier. Feu à volonté. Un obus fait contact et explose. Le contact a été moindre, et heureusement, car si l'obus avait directement touché le submersible, la coque sous pression se serait fissurée. Encke a un plan en tête pour tenter de s'échapper. À 180 mètres, le U-515 est proche de la capacité maximale de plongée d'un sous-marin. Il doit cependant plonger plus profondément encore pour éviter les grenades sous-marines, ce qui pourrait pousser l'appareil au-delà de ses limites. 9 avril 1944. Le sous-marin allemand U-515 est encerclé par un Hunter Killer Group, Feu à volonté. dont les destroyers tirent des bombes sous-marines inlassablement. Pour tenter de s'échapper, le capitaine Werner Encke ordonne une plongée plus profonde encore, bien au-delà de la capacité de plongée maximale de l'engin. Aucun commandant de sous-marin ne connaît exactement les limites de son engin. Il y a une marge de sécurité. Et tout ce qui dépasse cette marge de sécurité n'avait jamais été expérimenté à l'époque. Pour l'instant, le submersible semble résister. Encke doit encore trouver un moyen d'échapper au navire. Il lui reste une carte à jouer. Un leurre, appelé le Bold. C'est un petit cylindre rempli de produits chimiques. Il est éjecté à l'extérieur par le biais d'un tube spécial. Et dès que ce produit chimique entre en contact avec l'eau, il commence à faire des bulles. Un peu comme un cachet d'aspirine plongé dans un verre d'eau. Ces bulles de gaz donnent l'impression de la présence du navire. Le composé de calcium et de zinc crée des nuages de bulles sous-marines et simule l'écho d'un submersible. J'ai un contact sonar à 1, 3, 5. On y va. On y va. Le plan fonctionne. Les destroyers tombent dans le piège. Les hommes de Encke entendent les hélices progressivement s'éloigner. Le destroyer USS Chatelain se joint aux recherches du Flaherty et du Pillsbury. Tous partent dans le mauvais sens. Après 2 heures de recherche, le sous-marin a disparu. Les avions patrouillent dans les airs et ne voient rien non plus. Cela signifie alors que si le sous-marin est proche, ils l'ont perdu de vue, et qu'il y a donc des chances que le commandant du sous-marin décide de retourner à l'attaque. Gallery fait appel à son 4e destroyer, l'USS Pope, pour protéger le porte-avions. Contact sonar. Le sonar du Pope détecte un contact à 700 mètres. Position 090.
On a un contact à 090. Ils ont retrouvé le U-515. Feu à volonté. L'USS Pope lance 2 salves de tirs de mortier. Aucune n'atteindra sa cible. Ils s'aperçoivent que le sous-marin est probablement trop profond pour le toucher. L'USS Pope va alors lancer des charges de profondeur. L'une des détonations des grenades sous-marines provoque une fuite dans le sous-marin. Et qui dit 200 mètres de profondeur, dit haute pression d'eau. Donc, cette eau s'infiltre à l'intérieur du vaisseau très vite. Une énorme quantité d'eau va donc pénétrer le submersible et le déséquilibrer. Pour compenser, l'eau est déplacée d'un réservoir à l'autre, ce qui mène au rééquilibrage du sous-marin. Pendant ce temps, l'USS Pope ralentit à 10 nœuds pour tenter de localiser de nouveau sa proie. L'USS Pope lâche une nouvelle salve de charge de profondeur. Encke va essayer d'anticiper le prochain coup de son ennemi. Il tente un virage en épingle pour échapper à l'attaque. Il décide d'une manœuvre de dernière minute et met son sous-marin hors de portée des charges en plongeant en profondeur. Il se sert de son expérience pour tenter d'échapper aux explosions et surtout au drame. Tout dépend maintenant de la capacité du submersible à effectuer la manœuvre. S'il ne se déplace pas assez vite, il pourrait subir de graves dommages. L'USS Pope lance 13 charges de profondeur directement au-dessus du submersible. Le U-515 y échappe de peu. En effet, les grenades sous-marines touchent le pont arrière et roulent avant d'exploser. Les charges de profondeur n'ont pas besoin de toucher le sous-marin. Une explosion à proximité de l'appareil va déchirer l'un des réservoirs de ballast et casser quelques conduits. L'eau, maintenant mélangée au mazout, inonde la salle des torpilles arrière. Le poids de l'eau fait pencher l'arrière du submersible de plus de 20 degrés vers le bas. Altenburger travaille d'arrache-pied pour colmater les fuites pendant que les membres d'équipage se rassemblent à l'avant pour tenter d'équilibrer le sous-marin avec leur propre poids. En surface, le capitaine de l'USS Pope est à l'affût du moindre signe révélateur du naufrage du sous-marin. L'USS Chatelain se joint à l'attaque. Sur le U-515, un Altenburger épuisé a colmaté les fuites les plus critiques. Il prévient Encke que l'appareil ne peut subir de dégâts supplémentaires. Grenade sous-marine. Mais l'USS Pope lance 3 autres salves de charge de profondeur. Les bricolages improvisés d'Altenburger ne tiendront pas le choc. Les fuites reprennent de plus belle et la situation devient de plus en plus critique pour le vaisseau et son équipage. L'équipage sécurise l'écoutille étanche de la salle des moteurs afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer plus loin. Mais un des boulons est cassé et le niveau de l'eau continue de monter. Si la salle des machines est inondée, si le système d'alimentation électrique tombe en panne, il n'y a plus rien à faire. Car impossible d'utiliser les pompes, plus de propulsion. Le vaisseau est alors une épave. Le U-515 plonge alors que l'eau inonde l'arrière du sous-marin. Encke augmente la vitesse et largue du carburant. Il mène une bataille désespérée contre la gravité pour niveler son appareil et l'empêcher de couler. 9 avril 1944. Le U-515 est gravement touché suite à une attaque de charges explosives. Son commandant, Encke, et son équipage luttent pour rester en vie et vont vider le ballast principal.
En remplaçant l'eau dans le réservoir par de l'air, le sous-marin devrait être allégé. Enfin, à une profondeur d'environ 200 mètres, le U-515 retrouve l'équilibre. Mais le sous-marin surcorrige son positionnement. L'eau présente dans la poupe se déplace vers l'avant, ce qui en alourdit la proue. Au lieu de se remettre de niveau, le sous-marin remonte rapidement à la surface par l'arrière. Et les Américains l'y attendent. Pendant la remontée du U-515, l'USS Pope va perdre son contact sonar. Mais l'opérateur du sonar de l'USS Chatelain a été en mesure de localiser le sous-marin. Passerelle CIC, contact confirmé avec le sous-marin. Alors que son commandant s'apprête à ordonner une nouvelle attaque, de manière inattendue, le U-515 surgit des profondeurs. Sous-marin! Sous-marin! Encke ordonne l'abandon du navire. Il grimpe sur le pont. Les destroyers Pope, Flaherty et Chanticleer l'encerclent, pendant que le Pillsbury et le porte-avions USS Guadalcanal s'approchent. Les vaisseaux américains l'encerclent, les avions le survolent. Il était temps de se rendre, d'accepter la défaite. Les navires alliés prennent la reddition de Encke pour une attaque. Les Allemands courent sur le pont du U-515. Gallery et ses hommes pensent alors que les Allemands veulent armer et ouvrir le feu. Ils vont donc ouvrir le feu en premier. Feu! 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 Un obus frappe la plateforme inférieure et enflamme les bouteilles d'hydrogène qui y sont stockées. Suite aux rafales de mitrailleuses, un énorme incendie va éclater et un nuage de fumée blanche va s'échapper du sous-marin. Les avions vont également cibler le U-515. Blottis dans les compartiments avant du sous-marin, certains hommes n'entendent pas l'ordre d'abandonner le navire. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, d'autres s'échappent par les écoutilles, évitant ainsi les rafales. Les avions de chasse Wildcat continuent de mitrailler le sous-marin tout en tuant plusieurs membres d'équipage dans l'eau. Cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Juste après le naufrage du U-515, Encke est embarqué sur le Chatelain et ensuite transféré sur le Guadalcanal. Le Hunter Killer Group de Gallery coulera le sous-marin U-68 le lendemain. Ces sorties nocturnes d'avions depuis les porte-avions sont si réussies que l'US Navy les adoptera à plein temps. Le naufrage du U-515 va donner l'idée à Gallery de capturer un sous-marin sans le détruire. Lors de son intervention suivante, il saisira le U-505 intact. Gallery a compris à quel point c'était important. Il a été assez intelligent pour comprendre à quel point ça pourrait aider les Alliés. Il ne l'a pas capturé en tant que trophée, mais pour en tirer des informations. Et c'est très important pour le dénouement de la guerre sur les mers. L'histoire de Werner Encke se terminera très différemment. À bord du Guadalcanal, il révèle qu'il a déjà été qualifié de criminel de guerre dans une émission diffusée par les Alliés. Le capitaine Gallery en est informé. Il est persuadé qu'Encke répondra à toutes ces questions s'il craint d'être remis aux Britanniques.
Gallery profite donc de l'occasion pour présenter à Encke une fausse lettre de fonctionnaire britannique demandant son transfert afin qu'il soit jugé pour crime de guerre. La menace fonctionne. Encke accepte de coopérer et de répondre aux interrogatoires. Gallery indiquera dans ses mémoires qu'il n'aurait jamais confié un homme qu'il avait capturé grâce aux efforts de son unité aux autorités britanniques. Gallery a toujours eu l'intention de le transférer aux États-Unis. Le 3 mai 1944, l'US Navy transfère Werner Encke à Fort Hunt, un centre d'interrogatoire secret situé à l'extérieur de Washington, D.C. Encke s'est engagé à coopérer au cours des interrogatoires. Mais il refuse maintenant de répondre aux questions. Il dira plus tard que cet engagement a été obtenu sous la contrainte et qu'en tant qu'officier allemand, il était inenvisageable qu'il coopère. Et il ne l'a pas fait. Les autorités décident de l'envoyer au Canada, où de nombreux autres prisonniers de guerre allemands sont détenus. Encke apprend son transfert. Il est persuadé d'être remis aux Britanniques pour ce qui sera un procès spectacle et se terminera par une exécution. Le soir du 15 juin 1944, Werner Encke sort pour sa promenade quotidienne d'1 heure. 55 minutes après le début de la promenade, il court soudainement vers la clôture de barbelés. Après avoir franchi les barbelés, il escalade la clôture. Il est appelé à s'arrêter par un garde et refuse. Il se fait tirer dessus. Une balle va le toucher à la tête, 2 autres au moins toucheront le reste de son corps. Le commandant Werner Encke, héros de la marine allemande, est mort. Aucun autre capitaine de sous-marin n'a accompli autant que Werner Encke de septembre 1942 à 1944. Pour la Kriegsmarine, chaque perte, en particulier celle d'un commandant très en vue comme Encke, est un sérieux inconvénient pour maintenir le moral des troupes. C'est une grave perte. Et le nombre de morts augmentera. Mais comme le naufrage du U-515 l'a montré, les commandants de sous-marins tels que Werner Encke maîtrisaient si bien la tactique que les Alliés ont dû engager des ressources conséquentes afin d'éradiquer la menace submersible allemande.